En quittant Mossoul, la grande armée musulmane offre un spectacle éblouissant, avec les innombrables scintillements de ses lances sous le soleil et ses bannières noires, emblèmes des Abbassides et des Seldjoukides qui flottent au milieu d'une mer de cavaliers drapés de blanc. Le pas est soutenu, malgré la chaleur. À ce rythme, elle sera à Antioche en moins de 2 semaines. Mais Karbouka est soucieux. Peu avant le départ, il a reçu des nouvelles alarmantes. Une troupe de Franj a réussi à s'emparer d'Édesse, l'Aroua des Arabes, une grande ville arménienne située au nord de la route qui mène de Mossoul à Antioche. Et l'Atabek ne peut s'empêcher de songer que lorsqu'il s'approchera de la cité assiégée, les Franj d'Édesse seront derrière lui. Ne risque-t-il pas d'être pris en tenaille? Au premier jour de mai, il réunit ses principaux émirs pour leur annoncer qu'il a décidé de modifier sa route. Il se dirigera d'abord vers le nord, réglera en quelques jours le problème d'Édesse, après quoi il pourra affronter sans risque les assiégeants d'Antioche. Certains protestent, lui rappelant le message angoissé de Yaghisian. Mais Karbouka les fait taire. Quand sa décision est prise, il est têtu comme un bouc. Tandis que les émirs obéissent en maugréant, l'armée s'engage dans les sentiers montagneux qui mènent à Édesse. De fait, la situation de la cité arménienne est préoccupante. Les rares musulmans qui ont pu la quitter ont transmis les nouvelles. Un chef franc, nommé Baudouin, est arrivé en février à la tête de plusieurs centaines de chevaliers et de plus de 2000 fantassins. C'est à lui que le maître de la ville, Toros, un vieux prince arménien, a fait appel pour renforcer la garnison de sa ville face aux attaques répétées des guerriers turcs. Mais Baudouin a refusé de n'être qu'un mercenaire. Il a exigé d'être désigné comme héritier légitime de Toros. Et celui-ci, âgé et sans enfant, a accepté. Une cérémonie officielle d'adoption a eu lieu selon la coutume arménienne. Alors que Toros était revêtu d'une robe blanche très large, Baudouin, nu jusqu'à la ceinture, est venu se glisser sous l'habit de son père pour coller son corps au sien. Puis ce fut le tour de la mère, c'est-à-dire la femme de Toros, contre laquelle, entre la robe et la chair nue, Baudouin est venu, là encore, se glisser sous le regard amusé de l'assistance, qui chuchotait que ce rite, conçu pour l'adoption des enfants, était quelque peu déplacé lorsque le fils est un grand chevalier poilu. En imaginant la scène que l'on vient de leur rapporter, les soldats de l'armée musulmane rient haut et fort. Mais la suite du récit les fait frémir. Quelques jours après la cérémonie, père et mère ont été lynchés par la foule à l'instigation du fils qui a assisté impassible à leur mise à mort, avant de se proclamer comte d'Édesse et de confier à ses compagnons francs tous les postes importants de l'armée et de l'administration. Voyant ses appréhensions confirmées, Karbouka organise le siège de la ville. Mais ses émirs tentent à nouveau de l'en dissuader. Les 3000 soldats francs d'Édesse n'oseront jamais s'attaquer à l'armée musulmane qui aligne des dizaines de milliers d'hommes. En revanche, ils sont amplement suffisants pour défendre la ville elle-même. Et le siège risque de se prolonger pendant des mois. Entre-temps, Yaghisian, abandonné à son sort, pourrait céder à la pression des envahisseurs. L'Atabek ne veut rien entendre. Et ce n'est qu'après avoir perdu 3 semaines sous les murs d'Édesse qu'il reconnaît son erreur et reprend à marche forcée la route d'Antioche. Dans la ville assiégée, l'espoir des premiers jours de mai a cédé la place au désarroi le plus total. Au palais comme dans la rue, on ne comprend pas pourquoi les troupes de Mossoul tardent tant. Yaghisian est au désespoir. La tension est à son paroxysme lorsque le 2 juin, peu avant le coucher du soleil, les sentinelles signalent que les Franj ont réuni toutes leurs forces et se dirigent vers le nord-est. Émirs et soldats n'ont qu'une explication. Karbouka est dans le voisinage, et les assiégeants vont à sa rencontre. En quelques minutes, le bouche-à-oreille a alerté maisons et remparts. La cité respire à nouveau. Dès demain, l'Atabek dégagera la ville. Dès demain, le cauchemar prendra fin. La soirée est fraîche et humide. On passe de longues heures à discuter au seuil des maisons, toutes lumières éteintes. Enfin, Antioche s'endort,
épuisée mais confiante. 4 heures du matin. Au sud de la ville, le bruit sourd d'une corde qui frotte contre la pierre. Un homme se penche du haut d'une grosse tour pentagonale et fait des signes de la main. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit et sa barbe est ébouriffée. Il s'appelle Firouz, un fabricant de cuirasses préposé à la défense des tours, dira Ibn al-Athir. Musulman d'origine arménienne, Firouz a longtemps appartenu à l'entourage de Yaghessian, mais celui-ci l'a dernièrement accusé de pratiquer le marché noir, lui infligeant une lourde amende. Cherchant à se venger, Firouz est entré en contact avec les assiégeants. Il contrôle, leur a-t-il dit, l'accès d'une fenêtre donnant sur la vallée au sud de la ville, et il se montre prêt à les faire entrer. Mieux, pour leur prouver qu'il ne leur tend pas un piège, il leur a envoyé son propre fils en otage. De leur côté, les assiégeants lui ont promis de l'or et des terres. Le plan a été arrêté. On agira le 3 juin à l'aube. La veille, pour tromper la vigilance de la garnison, les assiégeants ont fait semblant de s'éloigner. Quand l'accord fut conclu entre les Franges et ce maudit fabricant de cuirasses, racontera Ibn al-Athir, ils grimpèrent vers cette petite fenêtre, l'ouvrirent et firent monter beaucoup d'hommes à l'aide de cordes. Quand ils furent plus de 500, ils se mirent à sonner de la trompette à l'aube, alors que les défenseurs étaient épuisés par leur longue veillée. Yaghessian se leva et demanda ce qui se passait. On lui répondit que le son des trompettes venait de la citadelle qui avait sûrement été prise. Les bruits viennent de la tour des 2 sœurs, mais Yaghessian ne prend pas la peine de vérifier. Il croit que tout est perdu. Cédant à l'épouvante, il ordonne d'ouvrir l'une des portes de la ville et, accompagné de quelques gardes, s'enfuit. Hagard, il s'en va, chevauché ainsi pendant des heures, incapable de reprendre ses esprits. Après 200 jours de résistance, le maître d'Antioche s'est effondré. Tout en lui reprochant sa faiblesse, Ibn al-Athir évoquera sa fin avec émotion. Il se mit à pleurer pour avoir abandonné sa famille, ses fils et les musulmans, et, de douleur, il tomba de cheval sans connaissance. Ses compagnons essayèrent de le remettre en selle, mais il ne tenait plus debout. Il était mourant. Ils le laissèrent donc et s'éloignèrent. Un bûcheron arménien qui passait par là le reconnut. Il lui coupa la tête et la porta aux Franges à Antioche. La ville elle-même est à feu et à sang. Hommes, femmes et enfants tentent de s'enfuir à travers les ruelles boueuses, mais les chevaliers les rattrapent sans peine et les égorgent sur place. Peu à peu, les cris d'horreur des derniers survivants s'étouffent, bientôt remplacés par les voix fausses de quelques pillards francs déjà ivres. La fumée monte des nombreuses maisons incendiées. À midi, un voile de deuil enveloppe la ville. Au milieu de cette folie sanguinaire du 3 juin 1098, un seul homme a su garder la tête froide. C'est l'infatigable Shams al-Dawla. Aussitôt la cité envahie, le fils de Yaghessian s'est barricadé avec un groupe de combattants dans la citadelle. Les Franges tentent à plusieurs reprises de l'en déloger, mais ils sont chaque fois repoussés, non sans avoir subi de lourdes pertes. Le plus grand des chefs francs, Bohémond, un géant aux longs cheveux blonds, est lui-même blessé au cours d'une de ces attaques. Instruit par sa mésaventure, il envoie un message à Shams pour lui proposer de quitter la citadelle en échange d'un sauf-conduit. Mais le jeune émir refuse avec hauteur. Antioche est le fief dont il a toujours pensé hériter un jour. Il se battra jusqu'à son dernier souffle. Ni les provisions, ni les flèches acérées ne lui font défaut. Trônant majestueusement au sommet du mont Habib an-Najjar, la citadelle peut défier les Franges pendant des mois. Ceux-ci perdraient des milliers d'hommes s'ils s'obstinaient à en escalader les murailles. La détermination des derniers résistants s'avère payante. Les chevaliers renoncent à attaquer la citadelle, se contentant de l'entourer d'un cordon de sécurité. Et c'est par les hurlements de joie de Shams et de ses compagnons qu'ils apprennent 3 jours après la chute d'Antioche que l'armée de Karbouka est à l'horizon.
Pour Shams et sa poignée d'irréductibles, l'apparition des cavaliers de l'islam a quelque chose d'irréel. Ils se frottent les yeux, ils pleurent, ils prient, ils s'embrassent. Les cris de « Allahu Akbar », Dieu est grand, parviennent à la citadelle en un grondement ininterrompu. Les Franges se terrent derrière les murs d'Antioche, d'assiégeants. Ils sont devenus des assiégés. Shams est heureux, mais sur un fond d'amertume. Dès que les premiers émirs de l'expédition de secours l'ont rejoint dans son réduit, il les harcèle de 1000 questions. Pourquoi venir si tard? Pourquoi avoir laissé aux Franges le temps d'occuper Antioche et de massacrer ses habitants? À son grand étonnement, tous ses interlocuteurs, loin de justifier l'attitude de leur armée, accusent Karbouka de tous les maux. Karbouka, l'arrogant, le prétentieux, l'incapable, le lâche. Il ne s'agit pas seulement d'antipathie personnelle, mais d'une véritable conspiration dont l'instigateur n'est autre que le roi Doukak de Damas, qui a rejoint les troupes de Mossoul dès leur entrée en Syrie. L'armée musulmane n'est décidément pas une force homogène, mais une coalition de princes aux intérêts souvent contradictoires. Les ambitions territoriales de l'Atabek ne sont un secret pour personne, et Doukak n'a eu aucune difficulté à convaincre ses pairs que leur véritable ennemi est Karbouka lui-même. S'il sort victorieux de la bataille contre les infidèles, il s'érigera en sauveur et aucune ville de Syrie ne pourra alors échapper à son autorité. Si, en revanche, Karbouka est battu, le danger qui pèse sur les villes syriennes sera écarté. Face à cette menace, le péril franc est un moindre mal. Que les Roums veuillent, avec l'aide de leurs mercenaires, reprendre leur ville d'Antioche, il n'y a rien là de dramatique à partir du moment où il reste impensable que les Franges créent leur propre État en Syrie. Comme le dira Ibn al-Athir, l'Atabek indisposa tellement les musulmans par sa prétention qu'ils décidèrent de le trahir au moment le plus décisif de la bataille. Cette superbe armée n'est donc qu'un colosse aux pieds d'argile, pouvant s'écrouler à la première chiquenaude. Prêt à oublier qu'on a décidé l'abandon d'Antioche, Shams tente encore de triompher de toutes ces mesquineries. L'heure, lui semble-t-il, n'est pas au règlement de compte. Ses espoirs seront de courte durée. Dès le lendemain de son arrivée, Karbouka le convoque pour lui signifier que le commandement de la citadelle lui est retiré. Shams s'indigne. Ne s'est-il pas battu comme un brave? N'a-t-il pas tenu tête à tous les chevaliers francs? N'est-il pas l'héritier du maître d'Antioche? L'Atabek refuse toute discussion. C'est lui le chef, et il exige qu'on lui obéisse. Le fils de Yaghisian est maintenant convaincu que l'armée musulmane, malgré sa dimension imposante, est incapable de vaincre. Sa seule consolation est de savoir que la situation dans le camp ennemi n'est guère meilleure. Selon Ibn al-Athir, après avoir conquis Antioche, les Franges sont restés 12 jours sans rien manger. Les nobles se nourrissaient de leurs montures et les pauvres de charognes et de feuilles. Les Franges ont connu d'autres famines ces derniers mois, mais ils se savaient alors libres d'aller rasier les environs pour rapporter quelques provisions. Leur nouvelle condition d'assiéger le leur interdit. Et les réserves de Yaghisian sur lesquelles ils comptaient sont pratiquement épuisées. Les désertions reprennent de plus belle. Entre ces deux armées épuisées, démoralisées, qui s'affrontent en juin 1098 autour d'Antioche, le ciel ne semblait savoir vers laquelle pencher. Lorsqu'un événement extraordinaire vint forcer la décision. Les Occidentaux crieront au miracle, mais le récit qu'en fera Ibn al-Athir ne laisse aucune place au merveilleux. Parmi les Franges, il y avait Bohémond, leur chef à tous. Mais il y avait aussi un moine, extrêmement rusé, qui leur assura qu'une lance du Messie, paix soit sur lui, était enterrée dans le Koussian, un grand édifice d'Antioche. Il leur dit « Si vous la trouvez, vous vaincrez, sinon c'est la mort certaine. » Auparavant, il avait enterré une lance dans le sol du Koussian et effacé toutes les traces. Il leur ordonna de jeûner et de faire pénitence pendant 3 jours.
Le 4e, il les fit entrer dans l'édifice avec leurs valets et leurs ouvriers, qui creusèrent partout et trouvèrent la lance. Alors, le moine s'écria « Réjouissez-vous, car la victoire est certaine. » Le 5e jour, ils sortirent par la porte de la ville en petits groupes de 5 ou 6. Les musulmans dirent à Karbouka « Nous devrions nous mettre près de la porte et abattre tous ceux qui sortent. C'est facile puisqu'ils sont dispersés. » Mais il répondit « Non, attendez qu'ils soient tous dehors, et nous les tuerons jusqu'au dernier. » Le calcul de l'Atabek est moins absurde qu'il n'en a l'air. Avec des troupes aussi indisciplinées, avec des émirs qui attendent la première occasion pour déserter, il ne peut prolonger le siège. Si les Franges veulent engager la bataille, il ne faut pas les effrayer par une attaque trop massive, au risque de les voir réintégrer la cité. Ce que Karbouka n'a pas prévu, c'est que sa décision de temporiser va être immédiatement exploitée par ceux qui cherchent sa perte. Pendant que les Franges poursuivent leur déploiement, les désertions commencent dans le camp musulman. On s'accuse de lâcheté, de trahison. Sentant que le contrôle de ses troupes lui échappe et qu'il a sans doute sous-estimé les effectifs des assiégés, Karbouka sollicite de ces derniers une trêve. C'est achever de se déconsidérer aux yeux des siens et ne faire que renforcer l'assurance de ses ennemis. Les Franges chargent sans même répondre à son offre, le forçant à son tour à lâcher sur eux une vague de cavaliers archers. Mais déjà, Doukak et la plupart des émirs s'éloignent tranquillement avec leurs troupes. Se voyant de plus en plus isolé, l'Atabek ordonne une retraite générale qui dégénère immédiatement en déroute. La puissante armée musulmane s'est ainsi désintégrée sans avoir donné un coup d'épée ou de lance ni tiré une flèche. L'historien de Mossoul exagère à peine. Les Franges, eux-mêmes, craignaient une ruse, car il n'y avait pas encore eu de combat qui justifie une telle fuite. Aussi préférèrent-ils renoncer à poursuivre les musulmans. Karbouka peut ainsi regagner Mossoul sain et sauf, avec les lambeaux de ses troupes. Toutes ses ambitions se sont à jamais dissipées devant Antioche. La ville qu'il s'était juré de sauver est maintenant solidement tenue par les Franges. Et pour fort longtemps.